Eh bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief de cette journée du samedi du MotoGP sur le circuit de Motegi au Japon. Évidemment, on a donc pas mal de choses à se voir, on va se débrief la qualification, la Q1 et la Q2 et ensuite on va se débrief la course sprint. Alors je vous le dis maintenant dans ce nouveau format parce que oui, je vais essayer de changer un petit peu les choses. Il n'y aura plus le récap de la course comme je faisais avant avec juste des photos. Je trouve que c'est plus totalement nécessaire aujourd'hui quand on voit par exemple Canal+, qui fait des recaps en vidéo avec des vidéos de la course. Je me dis que c'est plus totalement nécessaire. Il y a aussi possiblement des problèmes avec les droits d'auteur, ce genre de choses. Donc je préfère mettre la partie recap de côté et faire aussi en sorte du coup de beaucoup plus détailler le débrief, avoir un débrief plus concret. Donc j'espère donc que dans l'ensemble, ce nouveau format va vous plaire. Je vais continuer de le travailler pour concrètement améliorer le format et avoir un format terminé entre guillemets pour la saison prochaine. Et pour terminer, bon, cette introduction est beaucoup trop longue, mais quand même, c'est important. Je voulais vous dire un très très grand merci pour les 50 000 abonnés. Et oui, on a donc franchi ce cap sur la chaîne YouTube. Et voilà, un grand merci. Je vous ai fait un petit message quand même dans l'onglet communauté, mais pour ceux qui auraient raté, voilà, c'était je pense quand même assez important de vous faire aussi un message en vidéo. Donc voilà, je me répète encore un immense merci. Et pour terminer, justement, si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, à lâcher un petit like, soutenir aussi la vidéo. Bref, allez, on parle pas plus, on a déjà bien assez parlé, on est directement parti pour le débrief. Allez, on commence donc tout d'abord par un petit point sur la météo. On n'a pas eu de soucis aujourd'hui. Vous le savez, on en avait parlé lors de la vidéo débrief de vendredi. On s'est posé des questions du point de vue de la météo. Finalement, on a eu donc une piste sèche pour les qualifications, mais aussi donc pour la course sprint. Et on va donc commencer avec cette première qualification, la Q1. Et le premier donc pilote qui est arrivé à se qualifier en Q2, c'est Marc Marquez, seul pilote de cette qualif à rouler en 1,43. Et il faut noter qu'il a donc réalisé ce chrono seul, sans pilote devant lui. Et ça, c'est quand même une bonne chose, même si ensuite, sur la suite de la qualif, il a décidé de prendre la roue, par exemple, donc de Fabio Quartararo. Ce chrono-là, en tout cas, il l'a réalisé tout seul. Et c'était quand même, je pense, une bonne chose de voir un Marquez rapide seul. Mais voilà, Marquez avait quand même la vitesse ici au Japon. Mais rappelez-vous, dans cette Q1, il y avait aussi Fabio Quartararo. Et je vous avoue que j'imaginais quand même capable Fabio de passer en Q2. Et bien finalement, ça ne va pas être le cas. Fabio va donc terminer 4ème. Il partira donc 14ème pendant la course sprint, mais aussi pendant la course du dimanche. Et c'est encore une très mauvaise nouvelle parce que Fabio, lui aussi, vendredi était vraiment très rapide. Il y a eu une mauvaise chute, apparemment donc un problème mécanique. Mais je tiens aussi à préciser quelque chose. Fabio a dit que lui, il avait eu un problème mécanique, mais Yamaha, apparemment, on dit que non, c'était pas un problème mécanique. Et je trouve qu'en ce moment, on a vraiment un double discours chez Yamaha. Rappelez-vous, les tests de Misano, on avait un Fabio déçu. Yamaha, eux, étaient assez contents. Et à chaque fois, on a un double discours entre le pilote et le constructeur. On a quand même l'impression que Yamaha et Fabio Quartararo ne marchent plus concrètement ensemble. Bon, ça, c'est que mon impression. On verra bien plus tard. En tout cas, pour Fabio, c'est une énorme déception. Et la journée, d'un point de vue général, va être une énorme déception. C'est vraiment dommage parce que, je vous le redis, vendredi, on avait vu un Fabio tellement rapide avant cette chute. Je me suis dit, ça va vraiment être vraiment un bon week-end pour le pilote français. Et finalement, il n'est pas directement qualifié en Q2. Il se retrouve 14ème sur la grille de départ. C'est dommage, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, hein? C'est frustrant, même, j'ai envie de vous dire. Mais bref, le deuxième pilote qui est donc parti pour la Q2, c'est Raúl Fernandez, qui était assez rapide vendredi matin, plus en difficulté vendredi après-midi. Et bah là, du coup, samedi matin, il était extrêmement rapide. Et je vous avoue que c'est une surprise. Moi, je voyais par exemple plus Miguel Oliveira, capable de prendre l'une des places pour aller en Q2, ou Fabio. Et c'est ce que je vous disais il y a quand même quelques week-ends. Raúl Fernandez, on voit que tout doucement, il progresse dans cette catégorie. Et je trouve ça tout simplement génial. Bon, et c'est vrai que pour ceux qui doutaient encore qu'en Inde, les constructeurs japonais étaient beaucoup plus performants parce que c'était justement un nouveau circuit et que les cartes étaient redistribuées. Bon là on le voit bien ici au Japon, malheureusement les constructeurs japonais sont vraiment très loin. On retrouve par exemple Stefan Bradl qui de nouveau remplace Alex Rins avant-dernier à la 10ème position. On retrouve Cal Crutchlow 9ème, Takaaki Nakagami qui roule à la maison est 8ème, Franco Morbidelli 7ème, Joan Mir 5ème et comme on l'a dit Fabio 4ème. Alors c'est la Q1 donc vous rajoutez bien sûr quand on est 4ème on est 14ème. C'est vraiment dur pour les Japonais. C'est dommage parce que je pense qu'en Inde, on a tous eu quand même un petit sourire de retrouver la Yamaha quand même assez performante, de retrouver la Honda très performante. C'était vraiment, je pense, un beau moment.
Malheureusement, là au Japon, on retrouvera qu'une seule machine japonaise en Q2 et c'est Marc Marquez. Et justement, on y arrive donc à cette deuxième qualification et on a tout simplement encore une fois pulvérisé le record premier, celui qui est en pole position, c'est donc Jorge Martin avec un 1:43.198, vraiment très impressionnant de la part de Jorge Martin. Je vous rappelle que hier, c'était donc Brad Binder qui avait fait un très bon chrono, qui avait donc battu le précédent record qui datait de 2015 de Jorge Lorenzo. Binder, il avait fait donc vendredi 1:43.489. Et on continue aussi d'avoir cette petite lutte au championnat du monde parce que Francesco Bagnaia est deuxième. Donc c'était assez génial de voir cette petite bataille de chrono entre Pecco et entre Jorge Martin. Bref, dans l'ensemble, les deux hommes ont fait évidemment une magnifique qualification. Et pour continuer avec les autres pilotes Ducati, il y a aussi un autre pilote qui joue encore le titre de champion du monde, même s'il est un petit peu plus loin, c'est Marco Bezzecchi qui s'est fait une grosse frayeur ce matin lors du début de la qualification. Une très grosse chute pour le pilote italien. Alors c'est presque un petit miracle qu'il n'ait pas de blessure parce que vraiment la chute était extrêmement impressionnante et il est donc ensuite reparti sur sa deuxième moto. Il avait plus de pneus hard à l'avant, il a dû prendre un medium et c'était pas vraiment le pneu que les pilotes favorisaient pour essayer de faire de l'attaque au chrono. Du coup vraiment voilà, Marco Bezzecchi pas dans les meilleures conditions, une grosse chute, un pneu avant qui est pas le pneu idéal et pourtant il est allé chercher le 4e chrono. Vraiment un moment complètement fou et surtout magnifique de la part de Marco Bezzecchi. Mais on avait aussi une surprise au sein du giron Ducati, c'était Fabio Di Giannantonio qui était directement qualifié en Q2 je vous rappelle et qui est donc en deuxième ligne à la 6e position. Bref, Fabio Di Giannantonio absolument exceptionnel quand même. 6e, c'est vraiment un très bon résultat pour le pilote italien et pas espagnol parce que ça c'est un truc de ouf. Chaque vidéo je vous dis espagnol, Fabio Di Giannantonio il est italien. Il faut qu'à un moment ça rentre quand même dans ma petite tête. Fabio Di Giannantonio du coup très performant. Alors on sait que normalement Fabio Di Giannantonio va perdre sa place en MotoGP, enfin précisément chez Gresini à la fin de la saison. Peut-être aussi que là on essaie de se montrer à d'autres constructeurs, il pourrait y avoir des bouleversements. Une nouvelle fois, on en reparlera dans d'autres vidéos après le week-end de Motegi, mais il pourrait se passer des choses importantes, donc peut-être que Fabio Di Giannantonio essaie aussi de sauver sa place d'un point de vue général en MotoGP, pas spécialement chez Gresini. Donc ouais, à voir. En tout cas, du point de vue de la performance, un très grand Fabio Di Giannantonio, super de le voir 6e, vraiment très performant, c'était génial de voir aussi ce genre de petite surprise. En tout cas, le dernier pilote Ducati, c'est donc Johann Zarco à la 10e position et je vous avoue que c'est quand même une grosse déception. Dernier pilote Ducati donc de cette Q2. Ça a été compliqué pour Johann, il a déclaré qu'il visait par exemple donc la pole position, il en est loin de la pole position malheureusement, il est passé à côté de la qualif, ça arrive, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'on sait aussi que Johann Zarco il vit ses dernières heures sur la Ducati, chez Pramac donc, et on aimerait quand même bien le voir faire les meilleurs résultats possibles et ces derniers temps, on a des bons résultats, mais ça aussi entre bons résultats et résultats un poil plus décevants. On aimerait bien voir Zarco en première ligne, Zarco capable de jouer la victoire. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. C'est pas comme ça, mais je tiens tout de suite à vous rajouter un petit peu de positif. Lors de la course sprint, Johann Zarco a montré de très bonnes choses. Allez, pour continuer, on a parlé de la surprise de Fabio Di Giannantonio, mais il y a aussi une autre surprise, c'est Jack Miller à la 3e position. Jack Miller, lui, les résultats ces derniers temps, c'était pas moyen ou un petit peu compliqué, c'était très difficile. Et on retrouve enfin un Jack Miller aux avant-postes, un Jack Miller qui a fait un très beau chrono, un Jack Miller aussi qui avait un choix de pneumatique assez différent parce que lui, il était en soft avant et soft arrière, c'est bien du Jack Miller. En tout cas, il a vraiment brillé. Je vous rappelle que c'était l'ancien vainqueur du Japon, c'est lui qui a gagné l'année dernière quand il était sur la Ducati. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé hier parce que j'ai complètement zappé, mais chez KTM, on teste donc ce fameux châssis en carbone par rapport à un châssis fait en acier et apparemment, il n'y a rien à faire, ce châssis en carbone, c'est une pièce qui fonctionne vraiment très bien. Danny Pedrosa était totalement satisfait de cette pièce lors du week-end de Misano et lors des tests de Misano. Et là, apparemment, c'est le cas des deux pilotes KTM qui sont totalement conquis. Et quand on voit leur regain de forme, on peut quand même se dire que ce châssis donc en carbone apporte quelque chose. Brad Binder arrive toujours à être globalement aux avant-postes, mais hier, je vous rappelle qu'il avait quand même battu le record, donc ça démontre quand même qu'il a peut-être gagné un petit quelque chose. Et on voit un Miller qui était en grande difficulté, qu'il a fait va chercher cette 3e position. Ça démontre quand même que ce châssis en carbone apporte concrètement quelque chose. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle pour KTM parce que
Loin de moi de vous dire qu'en ce moment ils étaient mauvais ou qu'on était très loin, évidemment que non, mais on sentait une petite, un petit moment un peu plus difficile. On revoyait Ducati qui dominait d'une manière un peu plus générale et ça faisait un peu plus le yo-yo du côté de KTM, à part Binder qui lui restait quand même dans l'ensemble aux avant-postes. Et là je pense que cette nouvelle pièce peut permettre de nouveau à KTM de rouler un peu plus devant et de concurrencer un peu plus Ducati. Et justement le coéquipier de Jack Miller, le sud-africain Brad Binder, lui il est 5ème. Bon bah du coup une qualification un peu moins bien pour lui, mais bon, on sait quand même que chez KTM on peut faire de très bons départs et globalement un 5ème pour Brad Binder ça reste aussi un très bon résultat. On sait que les qualifications c'est pas là où il excelle le plus. Et on avait aussi donc un 3ème pilote KTM qui était directement qualifié en Q2, c'était Pol Espargaro qui a fait une qualification quand même assez en retrait, il est 12ème, bon pas grand chose à dire quand même pour le dernier pilote KTM, c'est un petit peu dommage, j'aurais voulu voir un petit peu plus de Pol Espargaro, mais bon, le niveau est évidemment extrêmement élevé et c'est pas facile d'aller chercher les meilleurs chronos, il a fait quand même un 1.44.0, Pol Espargaro qui reste quand même un très très bon chrono. Allez, on passe donc maintenant au dernier constructeur européen de cette Q2, c'est Aprilia, Maverick Viñales est 8ème, Aleix Espargaro est 9ème, et Raúl Fernandez est 11ème. Bon dans l'ensemble Aprilia est un peu plus en retrait, c'était un peu aussi la même chose en Inde. C'est dommage parce que c'est vrai qu'à Barcelone ils ont tellement brillé, on aurait voulu voir Aprilia continuer de briller sur les week-ends qui ont suivi. Bon, ils sont pas non plus complètement au chou évidemment Aprilia, mais on est un petit peu plus loin, on est un peu plus en difficulté. Donc bon, c'est comme ça, mais ça reste comme dans l'ensemble une qualification tout à fait correcte et on a quand même 3 pilotes Aprilia en Q2, ce n'est pas rien. Et on termine donc par la 7ème position de Marc Marquez qui dans cette Q2 a donc pris des roues, il a essayé de faire le meilleur chrono possible. Bon, 7ème, quand tu vois les performances des constructeurs japonais lors de ce week-end de Motegi, j'ai envie de vous dire que ça reste quand même une très très belle qualification pour le pilote espagnol. Allez, maintenant on arrive donc à la course sprint et comme j'ai pu vous le dire dans l'introduction, on passe donc directement au débrief. Tout d'abord, on parle de celui qui a gagné cette course sprint, c'est Jorge Martin. Bon, Jorge Martin, il est en train de mettre une pression à Francesco Bagnaia qui est absolument énorme. Jorge Martin qui continue de grappiller des points et grappiller des points. On parlera à la fin de cette vidéo du championnat du monde et du classement du championnat du monde précisément. Mais ouais, dans l'ensemble, Martin a fait vraiment une course extrêmement solide. Il a été quand même mis sous pression, c'est ce qu'il a déclaré. Il a été mis sous pression par le deuxième, Brad Binder. Et oui, Binder a aussi fait une très très belle course. Je vous l'ai dit, les qualifications, il part 5ème. Mais bon, les départs, on sait que Binder, il peut faire de très bons départs. Et c'est justement ce qu'il a réalisé. Et il a tenu quand même assez longtemps le rythme de Jorge Martin. Mais en fin de course, Martin a quand même créé un petit écart. Bref, très très impressionnant Jorge Martin, au-dessus du lot encore une fois. Même si Binder pendant un temps est arrivé à le tenir et va quand même chercher une nouvelle fois une très belle deuxième position et surtout un podium. Dans les vidéos du week-end dernier, si je me trompe pas, je vous disais souvent que Brad Binder, malheureusement ces derniers temps, il finissait souvent 4ème aux portes du podium. Bon là ça y est, il a donc son podium. Et 3ème, c'est justement celui qui lutte pour essayer de garder le plus de points au championnat du monde, c'est Francesco Bagnaia. Dans l'ensemble, Pecco a quand même fait une très belle course, il s'est bataillé avec Jack Miller, mais c'est pas suffisant. Et c'est bien tout le problème aujourd'hui de Pecco, il est extrêmement rapide, il joue les avant-postes, on va pas du tout dire que Pecco en ce moment est catastrophique ou qu'il est mauvais ou quoi que ce soit. Et évidemment qu'en ce moment Francesco Bagnaia reste l'un des meilleurs pilotes et qu'il reste aux avant-postes, mais c'est pas suffisant parce que Martin en ce moment en tout cas est plus fort et il va donc perdre encore des points. On a vu aussi du coup Francesco Bagnaia qui a déclaré quand même cette phrase: quelque chose n'a pas fonctionné, je ne pouvais pas aller plus vite que ça. Apparemment Pecco avait des problèmes avec l'arrière qui glissait beaucoup au freinage, des problèmes aussi avec l'accélération, donc bon, c'est en ce moment pas facile pour Pecco, il n'arrive pas à être aussi performant que Jorge Martin, peut-être des difficultés aussi du point de vue de sa Ducati. C'est difficile quand même pour Pecco, il reste aux avant-postes, il va donc signer une nouvelle fois un podium, donc c'est très bien, mais lui ce qu'il veut c'est être devant Jorge Martin, et pour l'instant il n'y arrive pas. Bon et justement on a parlé de lui, et pour moi c'est quand même vraiment la surprise de ce week-end, Jack Miller 4ème, alors on le répète, il avait gagné l'année dernière sur la Ducati, donc on pouvait imaginer un Miller performant, mais quand même, les résultats étaient tellement difficiles ces derniers temps, être 3ème en qualification et 4ème du coup pendant cette course sprint, je trouve que c'est vraiment génial pour Miller. Bon, Miller avait pas le rythme pour suivre concrètement Brad Binder et Jorge Martin, il s'est bataillé un petit peu avec Francesco Bagnaia et je trouve que c'était vraiment bien, ça a été une belle bataille en plus entre Miller et Pecco, il y a eu pas mal de tensions, donc ouais, bon, dommage évidemment, ça aurait été encore plus beau que Miller soit sur le podium, mais cette 4ème place est vraiment un très très bon résultat pour lui, j'espère que ça va être aussi le cas dimanche et qu'on va de nouveau retrouver
trouver un Miller capable de jouer devant et être performant. Moi, vous le savez, j'adore Jack Miller. En plus, il est australien, ça fait du bien. C'est un pilote qui a un caractère qui est fort. J'adore son style de pilotage. J'espère vraiment qu'il va pouvoir déjà sauver sa place en MotoGP. On sait aussi qu'il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. J'espère qu'il va donc continuer en MotoGP, continuer aussi chez KTM et surtout qu'on va de nouveau maintenant le voir aux avant-postes après une phase qui a été très difficile. Et pour compléter ce top 5, 5e, c'est Johan Zarco. Comme j'ai pu vous le dire pendant le débrief de la qualification, ça a été quand même dans l'ensemble une très belle course pour Johan Zarco qui a gagné pas mal de positions et surtout a gagné des positions au départ. Alors apparemment chez Ducati on a un nouveau système de All Shot Device qui permet donc par exemple à Martin ou encore à Francesco Bagnaia d'être beaucoup plus performants. Alors je ne sais pas si Johan Zarco l'a ou non ce nouveau All Shot Device, mais normalement il devrait l'avoir si Martin l'a. Et donc peut-être que ça lui a aussi permis d'être mieux sur les départs et ça c'est quand même une bonne chose parce qu'on sait que des fois Zarco a un peu plus de mal, même si je trouve que dans l'ensemble dans cette saison 2023, Johan Zarco s'est concrètement amélioré du point de vue des départs. En tout cas il partait donc 10e, il est remonté 5e, une belle remontée dans l'ensemble pour le pilote français, une belle course sprint, mais il a déclaré ça et moi ça me fait un petit peu tiquer, il a dit « Par peur de commettre une erreur, je n'osais pas attaquer ». Et des fois je me dis c'est quand même dommage Johan parce que quand tu vois cette course sprint tu te dis il a vraiment le rythme. En fin de course sprint Johan Zarco était extrêmement rapide. Alors je sais pas s'il aurait pu aller chercher le podium mais il aurait pu déjà au moins aller chercher la 4e place de Jack Miller. Et malheureusement des fois on perd un petit peu de temps mais bon. On va quand même essayer de garder du positif. Moi, j'ai trouvé un Johan Zarco assez incisif lors de cette course sprint, qui a bien dépassé, qui s'est bien bataillé, qui a eu un bon rythme, qui a remonté pas mal de positions. On sait que quand Johan Zarco part 10e, souvent les courses, elles sont très compliquées. Donc voilà, là, il y a une 5e position. On va pas commencer à dire oui, mais si, oui, mais ça. Non, bon. On va prendre le positif et on va se dire que c'est quand même une très bonne chose ce top 5 du pilote français. Bon et vu qu'on a parlé de l'un des pilotes français, on va parler évidemment de l'autre, Fabio Quartararo. Bon je vous ai trouvé des petites ondes positives évidemment pour Johan Zarco parce qu'il y en avait. Malheureusement pour Fabio, je vous dis tout de suite, il n'y a pas grand chose à tirer de positif, c'est globalement négatif. Fabio va donc terminer 15e et au moins il est arrivé à sauver les meubles. Allez on va trouver un petit peu de positif, il est arrivé à sauver les meubles, il est le premier pilote Yamaha. Parce qu'à un moment, il était même doublé par Cal Crutchlow. Ça a été très compliqué pour Fabio, un départ aussi assez difficile. Il a perdu énormément de positions. Bref, dans l'ensemble, une course quand même à oublier pour le pilote français. De le voir terminer 15e, de le voir en grande difficulté lors de la qualification, c'est dur. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Fabio, qui après la course au sprint a déclaré « On n'a pas de turning, pas de puissance, pas d'appui, rien ». Voilà, je pense que c'est la phrase qui explique bien aujourd'hui la situation qu'il a avec Yamaha et surtout le rapport qu'il a avec sa moto. Il est déçu. Bon, je pense que vous n'êtes pas surpris, on va pas s'étaler là-dessus. La Yamaha a des difficultés, Fabio est de plus en plus frustré et comme je vous l'ai dit, on sent quand même une cassure entre Yamaha et entre du coup le pilote, Fabio Quartararo. Et ça annonce à rien de bon. Allez, si on parlait un petit peu des pilotes Aprilia, tout d'abord, Aleix Espargaro, malheureusement, qui était aux alentours de la 7e position, qui a dû abandonner. Alors apparemment, ça pourrait être une nouvelle fois un problème avec des composants électroniques. En Inde, du coup, il y a eu un souci de surchauffe. Les composants électroniques ont surchauffé et du coup, ça a causé un problème à la moto d'Aleix et il a dû abandonner. Alors, est-ce que c'est la même chose ici à Motegi? Il faisait quand même beaucoup moins chaud, donc ça me semblerait étonnant. Mais bon, Aleix Espargaro a de nouveau eu un problème et il a de nouveau dû abandonner. Sinon, pour les autres pilotes Aprilia, on est aussi quand même sensiblement assez loin. Maverick Viñales est 9e, Raúl Fernandez est 10e et Miguel Oliveira est 14e. Bon, vous l'avez compris, c'était pas une course absolument exceptionnelle de la part d'Aprilia. On était sensiblement en retrait comme j'ai pu déjà vous le dire. Allez, 8e devant Maverick Viñales, on retrouve aussi Fabio Di Giannantonio qui complète encore une fois une nouvelle journée de la meilleure des manières. Très belle journée du vendredi, très belle matinée du coup samedi avec la qualification. Et je trouve que c'est aussi une très belle course sprint parce que aller chercher un très bon chrono sur la Ducati, on sait que c'est possible, mais ensuite tenir le rythme du coup pendant une course, c'est déjà souvent plus difficile. Et là, Fabio Di Giannantonio y est arrivé, il va chercher donc une très belle 8e position. Bon dans l'ensemble, c'est vraiment un week-end qui est pour l'instant super de la part du pilote italien. Et pour compléter avec les pilotes Ducati, on a Marco Bezzecchi du coup qui partait 4e et qui a donc terminé 6e. Alors c'est un petit peu décevant parce qu'il perd encore une fois des points au championnat du monde et surtout après son Grand Prix en Inde qui était complètement fou, même son week-end en Inde qui était complètement fou avec sa remontée lors de la course sprint. Là il a été un petit peu plus en retrait, mais bon, il s'est mis une grosse boîte, ça n'a pas dû être facile pour le pilote italien et aller chercher quand même une 6e position c'est très bien. Mais bon, on sait qu'on voudrait avoir une lutte pour le championnat du monde la plus resserrée possible et là du coup Marco Bezzecchi perd un petit peu des points face à Pecco et face à Jorge Martin. Et on va terminer par la 7e position de Marc Marquez qui a fait dans l'ensemble je trouve une belle course sprint. Bon,
Ça a été quand même compliqué pour lui de suivre le rythme des pilotes de devant, mais bon, dans l'ensemble, 7ème, c'est déjà un très bon résultat. Il a déclaré que lui, son pneu arrière avait perdu en performance un petit peu plus vite que les pilotes de devant, et du coup, bon, il a été un peu plus en délicatesse. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, ça reste bien sûr un très très bon résultat quand tu vois les performances des autres pilotes sur des machines japonaises. Mais bon, voilà, encore une fois, ici au Japon, on aurait aimé voir Honda briller, on aurait aimé voir Marquez briller. Bon, bah c'est pas le cas, c'est comme ça, mais on espère qu'il y aura bien sûr des meilleures courses à venir pour Honda, mais aussi pour Marc Marquez. On verra bien ce qui se passera dimanche. Et on termine donc cette grosse vidéo débrief par le championnat du monde. Francesco Bagnaia est toujours en tête avec 299 points, mais maintenant il n'a plus que 8 points d'avance sur Jorge Martin deuxième, et il a donc maintenant 47 points d'avance sur Marco Bezzecchi. Bref, l'écart qui se resserre entre Martin et Bagnaia, l'écart qui grandit sensiblement un tout petit peu entre Bezzecchi et Bagnaia. Bref, du coup, ce championnat du monde est clairement relancé et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dimanche parce qu'on pourrait donc voir Jorge Martin passer devant Pecco. Donc voilà, pour moi on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que la partie recap qui a donc disparu ne vous manque pas trop et que cette grosse partie débrief vous a convaincu. J'ai essayé de rentrer un peu plus dans les détails parce que techniquement j'ai plus de temps. Donc voilà, j'espère concrètement que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. On se donne donc rendez-vous demain pour la vidéo débrief de la course du dimanche du MotoGP à 18 h. Voilà, bon je vous dis bye bye les potes, ciao.